1961. Le départ de Mère. Vision de Satprem. 11 février 1961. Satprem. J'ai fait un rêve hier soir te concernant qui m'a vivement impressionné. C'est probablement absurde, mais c'était tellement réel. J'étais appelée par toi parce que tu allais quitter ton corps. Tu avais décidé de partir et tu voulais en quelque sorte dire au revoir. Mais c'était tellement vrai. Je suis donc venue près de toi. À un moment, tu as pris ma tête sur tes genoux. J'étais comme emplie de lumière. C'était très doux. Mais en même temps, je savais que c'était comme si tu me disais au revoir. Tu allais quitter ton corps. D'ailleurs, j'ai pleuré dans mon rêve. Puis je suis allée m'asseoir dans un coin parce qu'il y avait d'autres gens qui probablement devaient venir te voir aussi. Je suis restée assise dans le coin. J'étais comme frappée. C'était tellement vrai, tu comprends. Puis à ce moment-là, il y avait dans la pièce un monsieur que je ne connaissais pas, un étranger. J'ai compris que c'était un Français. Un étranger vêtu de noir, semble-t-il, mais qui faisait beaucoup de bruit dans la pièce. Il y avait une pipe, il fumait la pipe. Un homme très grossier et qui voulait faire sortir les gens qui étaient là, les disciples. Note de bas de page. En effet, 12 ans plus tard, en mai 1973, on nous a tous fait sortir, entre guillemets. Mais c'était tellement réel. Tout d'un coup, je me suis réveillée, je me suis pressée et crié « Ah, c'est un rêve, c'est seulement un rêve !» Mère, oh, c'était à ce point-là. Satprem, oui, c'était à ce point-là. Et c'était dans le premier sommeil, à 11h40 du soir. C'était très, très vivant. Tout d'un coup, je me suis réveillée et je me suis dit « Ah, mais c'est un rêve, tu comprends ?» C'était vrai. C'était très impressionnant. Je suis restée longtemps éveillée après, à me demander qu'est-ce que ça veut dire. Tu avais une toute petite figure. Tu étais toute vêtue de blanc, une toute petite figure très, comment dirais-je, amenuisée, comme si tu souffrais. Mère reste longtemps silencieuse, puis répond. Que les forces adverses, absolument, veulent non seulement convaincre tout le monde, mais me convaincre aussi que c'est comme cela que ça va tourner, c'est évident. Pour moi, je n'ai pas encore d'indication, parce que j'ai demandé à être prévenue, pas pour des raisons, ça peut arriver à n'importe quel moment, je suis toujours prête, et pour le travail, je ne peux rien faire d'autre que ce que je fais maintenant. Je n'ai aucune mesure pratique à prendre parce que je les ai toutes prises déjà. Par conséquent, ce n'est pas pour cela. Mais c'est pour, n'est-ce pas, retirer du corps autant que possible, en majuscule, tout ce qui y a été mis. Il y a une accumulation là-dedans. De force, de conscience, de pouvoir. Oh, toutes les cellules sont imprégnées. Et cela prendra du temps s'il faut sortir tout ça. Ça a commencé par des attaques extrêmement violentes. Et alors, si ton rêve n'est pas prémonitoire, c'est un effet de leur formation, afin d'infiltrer partout, autant que possible, la conviction que c'est fini. J'ai vu, il y a 2 nuits, pas la nuit dernière, la nuit d'avant, je crois, il y avait une formation de maladie sur tout l'ashram, une sorte de formation adverse.
et ça voulait m'empêcher de sortir de ma chambre. Alors il fallait que je me cache pour pouvoir sortir, que je sorte comme cela, en me cachant. Et c'était une atmosphère terrible, si lourde, si grise, et tout le monde était malade. J'ai plutôt l'impression que ton rêve fait encore partie de cette attaque en masse, mais ça te prenne. Il y a un détail bizarre, un petit détail bizarre. Quelqu'un me disait que tu allais partir parce que tu avais avalé quelque chose, et il m'a semblé comprendre que tu avais avalé un grain de riz, et que c'était pour cela que tu devais partir. Tu avais avalé quelque chose. C'est cela qui te faisait partir. Mère, après un long silence. Ce serait plutôt alors ceux qui désapprouvent mon non-ascétisme. Ça viendrait de ce côté-là, ces forces-là. On verra, mon petit. Quoi ? On verra bien ce qui arrive. Mère rit. Mais, ça te prenne. Mais je ne me pose pas de questions à cet égard. C'est venu comme cela. Ce n'est pas parce que, dans ma conscience, j'étais préoccupée de ton avenir physique. Simplement, ce rêve est venu d'une façon tellement inattendue et avec une telle vivacité. Mère. Non, non, mais je sais. Je te dis. Ce ne peut être que deux choses. Ou un bon coup de pied de l'ennemi qui veut trouver encore un moyen, un soutien dans une mentalité quelque part, ou bien prémonitoire. J'espère que non. Mère. Mais le grain de riz me fait plutôt penser autrement, plutôt penser que ça vient de ce quartier-là. On verra. On verra. Il n'y a qu'à attendre. On est sûr de savoir un jour. En tout cas, je n'ai pas besoin de te le dire. La meilleure attitude vis-à-vis de ce rêve, c'est que ta volonté soit faite. Et tranquille, tranquille, tranquille. Et tu peux même, toi-même, avoir la réponse, savoir d'où vient ce rêve si tu es comme ça. Geste. Si tu te tournes vers la vérité suprême, que tu restes comme ça, immobile, et que tu dises que ta volonté soit faite. Il faut que ça aille très haut, tout en haut, jusqu'à ce qui est la liberté suprême. Et alors, si tu es tout à fait silencieux, tu auras toi-même, pas une pensée ou un mot, mais en tout cas une sorte de sentiment, et tu sauras. Pour moi, pour le moment, ton rêve ne correspond pas à un fait précis. Voilà. Au revoir, mon petit. Mère se lève et, soudain, sur le pas de la porte, se retourne, nous regarde avec ses yeux de diamant et d'un ton que nous ne lui avions jamais entendu, comme si c'était un ordre d'en haut. En tout cas, une chose, n'oublie jamais que ce que nous avons à faire, nous le ferons, et que nous le ferons ensemble, parce que nous avons à le faire ensemble. C'est tout. Comme ceci, comme cela, de cette manière-ci, de cette manière-là. Mère penche sa main à droite et à gauche, comme pour désigner ce côté du monde et l'autre côté, la vie, entre guillemets, ou la mort, entre guillemets. Ça n'a pas d'importance, mais ça, c'est le fait vrai. Voilà, mon petit. Agenda volume 2, 11 février 1961.
1962, la foule repousse Satprem. Vision de mer. 14 juillet 1962. Mère. Mon petit, pour la première fois la nuit dernière, je t'ai vu comme tu es, venir à moi, et je t'ai dit, oh, comme c'est bien. Tu es venu comme cela. Mère fait un geste tout près de son visage, et tu me regardais. Je me suis dit, il est conscient. Tu n'étais pas conscient? Il était à peu près 3 heures du matin. Mais des visions symboliques dans le domaine mental, je t'ai vu très souvent. Mais là, ce n'était pas ça. C'était le physique subtil, comme cela, même geste. Et puis, tu es venu comme une action délibérée. Tu m'as regardé. Je t'ai dit, oh, comme c'est bien. Satprem. J'ai eu un rêve de toi, mais j'ai l'impression que c'était quelque chose de fabriqué par le subconscient. Mère. Non. Alors, c'est une transcription. Satprem. Un rêve bizarre, très bizarre. Il y avait une foule de gens qui t'attendaient, et puis tu devais apparaître. Tu es apparu, tu es venu, et puis tu t'es évanoui tout d'un coup. Tu t'es évanoui parce que, je ne sais pas, tu étais malade physiquement ou quelque chose. Alors on t'a emporté. Il y avait une foule de gens qui attendaient pour te voir et qui me repoussaient en arrière. Et je me suis aperçu que j'étais vêtue en sanyasine, entre parenthèses. Finalement, tout d'un coup, je suis allée près de toi, j'ai quitté toute cette foule, je suis allée tout près de toi et puis tu m'as dit certaines choses. Lesquelles, je ne sais pas. Tu avais l'air toute petite, toute blanche, mais toute petite et fatiguée, comme si justement tu venais de t'évanouir. Enfin, tu vois, des choses comme cela. Note de bas de page. Vu maintenant, ce rêve ne nous a pas l'air du subconscient, mais bien du physique subtil, avec toute cette foule de gens qui assaillaient Mère sans cesse et la fatiguaient, et qui nous repoussaient d'ailleurs. Mais en dépit de cette foule, nous avons traversé et nous sommes arrivés tout près de Mère, ce qui rejoint la vision de Mère. Vêtue en sanyasine, c'est-à-dire dépouillée des contingences. Mère. Non, je ne dormais pas. J'étais en concentration. Et c'est dans la concentration, pendant que j'étais tout enveloppé de force, c'est à travers ça que tu es venu. C'était très bien. Bon, ça va venir, c'est bon signe. J'étais très contente. J'avais l'impression, ah, quelque chose est en train d'arriver. Ça va venir. Oui, je me souviens, cette nuit, j'ai dit « Ah, enfin, ça, c'est bien. Enfin, nous y sommes. » Ça va se traduire, matériellement. Et je te voyais comme cela, comme je te vois maintenant, exactement pareil. Seulement, avec une intensité de vibration de plus, quelque chose de plus vibrant. N'est-ce pas ? Le monde physique, pour moi, est tout le temps voilé. C'est comme si on avait mis un éteignoir dessus. Eh bien, l'éteignoir n'était pas là. C'était exactement toi, les mêmes traits, la même expression, mais intense. Intense, et tu me regardais. Mère fait un geste comme si le disciple la regardait sous le nez, comme si tu disais « Ah, tu es comme cela !» Rire. Alors j'étais très contente, très contente. Ah, enfin nous y sommes. C'était ça l'impression. Enfin, nous y sommes. Agenda volume 3, 14 juillet 1962.
1963. La fausse mère. Vision de Sujata. 26 juin 1963. Lettre de Sujata à mère. Petite mère, j'ai eu un rêve cet après-midi. Je l'ai raconté à Satprem qui me dit de te l'écrire. Je me trouvais sur les marches d'un escalier qui ressemblait à celui de la salle de méditation. Il y avait 2 jeunes filles de l'ashram, d'environ 16-17 ans, qui attendaient. Elles devaient monter voir mère. Quand j'ai entendu cela, j'étais remplie d'un sentiment de grand danger, parce que je savais que toi, tu n'étais pas là. Alors j'ai commencé à donner des instructions à ces 2 filles, que je connaissais d'ailleurs, surtout une. Je ne me souviens plus ce que je disais, mais que c'était une question de volonté, de vie et de mort. La fille qui me connaissait bien m'a promis de faire ce que je lui ai dit. L'autre n'avait pas l'air de comprendre et le temps pressait. En fait, à peine la première a-t-elle eu le temps de comprendre que la porte s'ouvrait et la mère, entre guillemets, était là pour nous recevoir. J'ai pu avoir un aperçu d'elle. Elle était plus petite que toi, en taille, mais la figure ressemblait à la tienne, mais pas le regard. Et puis elle était toute couverte de taches rondes noires, pas noir, mais noir brunâtre. Autrement, elle était blanche. Après cet aperçu, j'ai fait demi-tour parce que, petite mère, je sentais que si, une fois, cette fausse mère m'avait entre ses mains, là, je ne sortirais plus vivante. Tandis que si je pouvais sortir de cet endroit, peut-être que j'arriverais à sauver la vie d'une des filles au moins. Donc avant qu'on s'aperçoive de mon absence, j'ai commencé à descendre. L'escalier est devenu étroit. La porte est fermée et un gardien sombre est là. Il est étonné de me voir et ne veut pas me laisser passer. J'insiste pour qu'il ouvre la porte. Il me demande si j'ai vu la mère. Je réponds que oui. Il a l'air de douter. J'ajoute qu'elle est pleine de taches noires. Il est obligé de me laisser passer. Mais pense que peut-être le 2e gardien plus loin m'arrêtera. Je descends. Je vois le 2e gardien, mais je prends un autre chemin, et puis c'est plein de portes fermées et j'ouvre des portes qui, d'après eux, ne pouvaient pas être ouvertes par moi. Et finalement, je me retrouve dans une cour, avec la dernière porte fermée derrière moi. Il fallait encore que je traverse la cour sans être vue et que je franchisse les hauts murs qui entouraient la maison. À ce moment-là, j'ai été réveillée par des domestiques avant de savoir si j'ai pu sortir ou pas. Avec mes pranams à tes pieds, ton enfant qui t'aime, signé Sujata. Quelques jours plus tard, le 29 juin, mère a commenté ainsi cette vision de Sujata. Satprem à mère. Tu n'as rien vu de spécial pour ce rêve de Sujata? Mère. Ah, j'ai oublié de te dire. C'est une promenade dans le vital. Tu peux lui dire qu'elle s'en est bien tirée. Au point de vue occulte, si par exemple elle avait dit aux gens qui gardaient les portes « Au nom de la mère, laissez-moi passer », probablement portes et gens tout aurait disparu. Il est difficile de se souvenir de ces choses-là quand on rêve, mais enfin, elle a une confiance intérieure qui fait qu'elle s'en est bien tirée. Ce n'est pas un hasard qu'on l'ait réveillée. Ce n'est pas un hasard. Elle a été aidée. Probablement d'autres personnes qu'elle n'auraient pas vu les taches. Oh! C'est sa sincérité qui lui a fait voir les taches. Et c'est parce qu'elle a révélé ça que le gardien était dans l'impossibilité de l'empêcher de passer, parce que c'était le signe d'un pouvoir de sincérité intérieure. Ça m'a laissée un peu songeuse.
en ce sens que je ne trouve pas très admissible qu'il y ait des personnes, la fausse mère, qui s'amusent à faire des choses comme cela. Mais je sais que ça arrive, je sais qu'il y en a. Mais je pense que ça a aidé à nettoyer un peu l'atmosphère. Ça te prenne. Oui, je lui ai dit de t'écrire parce qu'il y avait non seulement elle, mais 2 filles de l'ashram aussi qui étaient en danger, semble-t-il. Mais, oui, oh, mais ça, il y en a beaucoup qui sont en danger parce que ils ne sont pas sincères. N'importe qui peut les tromper. Ça, dans ces cas-là, pour le danger occulte, il n'y a qu'une chose qui soit absolument indispensable, c'est la sincérité. Et c'est la sauvegarde, c'est la sécurité. La sincérité, c'est la sécurité. C'est-à-dire que, justement, les gens qui sont insincères, en présence de cet être, auraient dit « Ah, mais c'est la mère, tu comprends ?» Ils n'auraient pas vu. Et elle a vu. C'est sa sincérité qui a vu. La seule chose, enfin, ça ne fait rien, ça viendra, c'est que si au lieu de vouloir s'enfuir, elle avait pris une attitude décidée et dit « Au nom de la mère, ouvrez !» elle aurait vu, tout se serait évanoui. Mais ça, je ne pense pas que ça se reproduira, mais si ça se reproduit, elle saura faire la prochaine fois. C'est une sorte de sens de la bataille. Tu as bien fait de lui dire d'écrire. C'était assez important que je sache parce que je dois nettoyer un peu le coin. Mais je te dis, il y a trop d'insincérité, c'est ça qui ouvre les portes. L'insincérité, c'est tout à fait comme la sentinelle qui ouvre la porte. Ce n'est pas autre chose, c'est ça. Et malheureusement, il y en a beaucoup. Mais enfin, elle s'en est bien tirée. Tiens, je vais te donner une rose pour elle. Je vais t'en donner une grosse, une très grosse. Voilà. Agenda volume 4, 26 et 29 juin 1963. « 1964. La pluie d'étoiles, les rescapés de la catastrophe. Vision de Sujata. 29 janvier 1964. Satprem. Écoute, Sujata a fait un rêve qui est exactement ce que tu viens de dire. Mais, oh, mais elle est épatante, ta Sujata. Satprem. Elle regardait le ciel, puis elle a commencé à voir des étoiles qui tombaient partout par terre, comme une pluie d'étoiles sur la terre. Et alors le sol, par terre, s'était changé en une masse unie de glace, comme au pôle. Ce n'était pas brillant, mais comme de la glace partout par terre. Et là-dessus, une sorte de bateau s'est levé, de couleur un peu grise, avec des passagers aussi d'une couleur pas brillante, mais un peu grise, un peu bleue, et c'était comme s'ils étaient des rescapés de vieilles choses, comme s'ils échappaient d'une catastrophe ou qu'ils sortaient d'une catastrophe. Note de bas de page. Sujata a pensé. Les étoiles commençaient à tomber dans la mer, mais il n'y avait plus d'eau. C'était une surface solide, c'était de la glace, une mer de glace comme au pôle. Et cette glace n'était pas blanc éblouissante, mais plutôt blanc-gris, un peu comme une vitre dépolie, pas transparente, mais translucide. Et les passagers avaient une sorte de ceinture bleue. Mer, tiens, Satprem. Et partout où il y avait, comme au pôle, cette glace. Mer, c'est cela. Tiens, c'est curieux. Et la pluie d'étoiles, tiens, c'est intéressant. Agenda volume 5, 29 janvier 1964.
1972. Milan. Vision de Sujata. Nuit du 1er au 2 avril 1972. Nous entrons dans la cour d'un bâtiment, Satprem et moi. Nous voyons des gens au regard triste, la tête courbée, solennels et silencieux. La mère est morte. Tout le monde pense que mère est morte. Les gens sont éparpillés ici et là dans la cour, seuls ou par groupes de 3 ou 4. Certains sortent par une petite porte dans la cour, d'autres sortent par une porte au premier étage, à l'extrémité d'une longue passerelle. Un escalier monte de la cour jusqu'à la passerelle. À l'extrémité gauche de la passerelle se trouve la porte par où les gens sortent. Nous tournons à droite sur la passerelle et arrivons dans la chambre de mère. Nous entrons dans la chambre de mère. Mère est allongée sur un lit. Elle est habillée de satin ou de soie blanche. Le lit aussi est couvert de satin blanc. 4 ou 5 personnes se trouvent dans la chambre, l'air désolé. Lentement, ils sortent. 1 ou 2 personnes passent dans la chambre contiguë. Reste une personne, un homme, qui semble un peu errer dans la chambre sans voir mère. Il reste à regarder une peinture accrochée au mur, comme si la peinture l'intéressait plus que le reste. Finalement, seuls Satprem et moi restons dans la chambre. Il est tout près du lit de mère. Je suis un peu derrière. Mère a l'air très pâle et blanche. Soudain, je suis surprise de la voir s'asseoir sur son lit et parler à Satprem. Elle parle pendant très longtemps à Satprem. Elle lui explique la transformation du corps. À ce moment-là, de la chambre voisine, Sri Aurobindo me fait signe. Cette chambre est séparée de celle de mère par une simple partition avec une porte. C'est sa chambre. Lui aussi est allongé sur son lit, un grand lit. Champaklal est debout à ses pieds. C'est le seul. Je m'approche de Sri Aurobindo. Il pose 2 doigts de sa main, l'index et le médius, dans la paume de ma main droite, et il me dit « Tu dois porter la foi et l'aspiration pendant 1000 ans. » Puis Satprem et moi sortons de la chambre de mère et suivons la passerelle qui conduit à la porte de sortie, à gauche, afin d'annoncer au monde que mère est vivante. Mon rêve s'arrête avant que nous ayons franchi le seuil de la porte. Agenda, volume 13, 2 avril 1972.